Ce qu'on voit avec les deux précédentes interventions, c'est comme en France, le fait qu'après la religion catholique qui a quand même motivé ou la religion chrétienne, parce que je vois qu'il y avait plutôt les protestants qui ont quand même justifié le modèle belge, et bien après la religion chrétienne qui justifie la construction des modèles tels qu'on les connaît actuellement sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, on a désormais l'islam qui interroge, et ça va être le propos du troisième intervenant, donc Xavier Delgrange, qui va revenir sur la jurisprudence des cours suprêmes à propos du foulard islamique. Et donc, Xavier, tu as 15 minutes pour développer ce point. Oui, merci beaucoup. Ça fonctionne là, oui. Tout d'abord, je vais faire comme tous les autres avant. Je voudrais quand même remercier vivement les organisateurs pour l'accueil que j'ai reçu. Et ce ne sont pas du tout des propos convenus. Jusque maintenant, j'ai passé un excellent moment ici à Lyon. Et je vous en remercie et j'espère que ça se remettra. Deuxième précision, peut-être, c'est pas facile d'être neutre, hein, mais peut-être qu'avec une certaine objectivité, on peut l'être plus. Donc je voudrais dire que ma fonction principale, c'est d'être magistrat au Conseil d'État de Belgique. Et donc j'enseigne par loisir, je dirais quasiment, mais donc ça colore peut-être les propos que je vais tenir, c'est pour ça que je tenais quand même à apporter cette précision. Alors, et oui, troisième précision, je ne vais pas être un orateur aujourd'hui parce que j'ai un texte assez serré avec beaucoup de citations, donc je vais beaucoup lire, j'en suis désolé. Donc, dans la foulée de la Cour européenne des droits de l'homme, qui elle-même s'était inspirée de la Cour fédérale allemande notamment, toutes les juridictions suprêmes européennes ont adopté la méthode du contrôle de proportionnalité pour apprécier la validité d'une ingérence dans un droit protégé. Alors, je reviens à la Belgique, c'est la valse à 4 temps que chantait déjà Jacques Brel. On cherche l'objectif poursuivi et l'on s'assure de sa légitimité. Les 2 temps suivants sont sur la mesure, ce qui est assez logique, vous allez me dire. L'on a examiné d'abord la mesure donc, qui contient l'ingérence contestée, en s'assurant d'abord qu'elle est adéquate ou appropriée, à savoir qu'elle est au moins apte à contribuer à la réalisation de l'objectif poursuivi. Troisième temps, la mesure est scrutée du point de vue de sa nécessité. N'y a-t-il pas moyen de trouver une voie moins dommageable qui atteint tout autant l'objectif? Enfin, quatrième temps, l'on prend du recul avec la balance des intérêts. Tout bien pesé, le jeu en vaut-il la chandelle? Alors chaque étape amène le juge à pénétrer toujours plus avant dans le cœur du travail du législateur ou de l'exécutif. C'est pour ça, bien évidemment, qu'il va parfois rechigner à franchir les étapes 3 et 4. Il est saisissant en effet de constater combien les juridictions suprêmes européennes, en recourant à cette même méthode et en évoluant dans un même contexte juridique, parviennent à des résultats diamétralement opposés lorsqu'elles sont confrontées à un enjeu sociétal tel que la liberté religieuse, plus particulièrement l'islam, en l'occurrence le port du foulard à l'école. Alors je vous propose de comparer quelques décisions des cours suprêmes relativement récentes. Certaines de la Cour européenne des droits de l'homme, je m'arrêterai sur les arrêts de 2008-2009 qui validaient la loi de 2004, et j'essaierai de voir une évolution avec un arrêt de 2017 à propos d'un cours de natation en Suisse. Arrêt du Conseil d'État, 2 arrêts que Marc Heutendal connaît bien, oui on dit Heutendal, de 2010 et 2013, qui valident l'interdiction du port du voile par une enseignante, et plusieurs arrêts de 2014 qui, eux, annulent des règlements scolaires interdisant aux élèves le port de signes convictionnels. La Cour constitutionnelle fédérale allemande, un arrêt de 2015 qui déclare inconstitutionnel des lois de Länder interdisant le port du voile par des enseignants. Le tribunal fédéral suisse, un arrêt de 2015 aussi, qui déclare disproportionnée l'interdiction faite à une élève de porter le voile. Et alors j'évoquerai, parce qu'il faut quand même vous taquiner un petit peu, j'évoquerai également une décision quasi juridictionnelle qui conclut, celle du Comité des droits de l'homme des Nations Unies de 2012, qui conclut que l'exclusion d'un élève en application de la loi de 2004 viole le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et à chaque fois, le comité revient en disant « Bon, alors vous bougez, quand est-ce que vous allez abroger cette loi ?» L'examen de ces décisions révèle d'importantes variations dans l'intensité du contrôle de proportionnalité, avec cette constante que la validation de l'interdiction résulte d'un contrôle superficiel, tandis que les invalidations, elles, s'appuient sur un contrôle approfondi.
Donc, mon premier temps, quelles sont les raisons d'interdire le voile en milieu scolaire? Lorsque l'interdiction frappe les enseignantes, l'interdiction du port du voile poursuit essentiellement l'objectif d'assurer la laïcité en France, la neutralité en Allemagne, en Belgique et en Suisse. En principe, cet objectif ne peut pas être invoqué lorsque l'interdiction s'applique aux élèves, puisque la laïcité et la neutralité ont elles-mêmes pour objectif de garantir la liberté, notamment religieuse, c'est l'article 1er de la loi de 1905, en l'occurrence des élèves. C'est ce qu'a rappelé le Conseil d'État de Belgique. Je cite, mais c'est une mauvaise traduction du néerlandais, vous m'en excuserez. Contrairement aux enseignants, qui sont des fonctionnaires, les élèves ne sont pas des fournisseurs d'éducation, mais les utilisateurs de l'éducation en tant que service public. Et le tribunal fédéral suisse va exactement dans le même sens. Il est dès lors permis, et je m'appuie sur une doctrine assez abondante, de penser que malgré son intitulé, la loi française de 2004, je cite, encadrant en application du principe de laïcité le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, n'est pas une loi de laïcité, mais une loi de police. Telle n'est cependant pas l'analyse de la Cour européenne des droits de l'homme. À ses yeux, la loi française de 2004, et je cite, a été motivée uniquement par la sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité. Cette affirmation non autrement étayée permet à la Cour de faire bref procès. Laïcité, spécificité française, marche nationale d'appréciation, fin du contrôle. Les autres juridictions qui ne partagent pas ce point de vue, s'agissant des élèves, doivent donc identifier d'autres buts qui, n'étant pas aussi écrasants que la laïcité, les amènent à poursuivre le contrôle. Elles doivent, c'est le deuxième temps, commencer par s'assurer de l'adéquation ou de l'appropriation de la mesure. L'un de ces autres objectifs est de garantir l'égalité des sexes. La mesure est-elle cependant adéquate? Permet-elle d'atteindre le but? Alors il a fallu longtemps pour que le juge prenne la pleine mesure des contraintes que l'exigence de neutralité du service public fait peser sur lui et sur le politique lorsqu'il aborde le phénomène religieux. Le juge a d'abord dû s'abstenir de décider du contenu du dogme et du caractère obligatoire ou non des rites du point de vue de la religion. Il a ensuite dû renoncer à la prétention d'imposer une signification au rite ou à la pratique religieuse. On parlait tout à l'heure de l'arrêt d'Alab de 2001. À l'époque, la Cour condamnait le foulard au motif, je cite, qu'il semble être imposé aux femmes par une prescription coranique qui est difficilement conciliable avec le principe d'égalité des sexes. Et la Cour ajoutait, je cite toujours, « Il paraît difficile de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance, de respect d'autrui et surtout d'égalité de non-discrimination que dans une démocratie, tout enseignant doit transmettre à ses élèves. » C'est quand même extrêmement violent. Dans son arrêt SAS, qu'on a évoqué aussi de 2014, il a renoncé à condamner la France pour sa loi anti-burqa, mais comme l'écrit Gérard González sur l'ère de « c'est bon pour une fois », la Cour européenne estime désormais, je la cite toujours, « le respect de la dignité des personnes ne peut légitimement motiver l'interdiction générale du port du voile intégral dans l'espace public. La Cour est consciente de ce que le vêtement en cause est perçu comme étrange par beaucoup de ceux qui l'observent. Elle souligne toutefois que dans sa différence, il est l'expression d'une identité culturelle qui contribue au pluralisme dont la démocratie se nourrit. Dès lors, nous dit la Cour, un État partie ne saurait invoquer l'égalité des sexes pour interdire une pratique que des femmes revendiquent dans le cadre de l'exercice d'un droit qui consacre ces dispositions, sauf à admettre que l'on puisse, à ce titre, prétendre protéger des individus contre l'exercice de leurs propres droits et libertés fondamentales. Donc, en quelque sorte, fin du paternalisme. Le tribunal fédéral suisse développe exactement la même approche. La Cour constitutionnelle allemande, elle, va plus loin, beaucoup plus loin. Elle estime que l'interdiction du port du voile méconnaît non seulement la liberté professionnelle des femmes, mais également l'égalité des sexes. Elle considère, je cite, « Loin d'émanciper la femme, l'interdiction du port du voile contribue à l'exclure de l'espace public. Le fait que de cette façon, ce soit avant tout des femmes musulmanes qui, concrètement, se trouvent exclues d'activités professionnelles qualifiées, ce sont des pédagogues, apparaît en contradiction avec l'égal traitement des femmes. L'interdiction du voile tend en effet de facto à condamner les femmes musulmanes aux fonctions subalternes, voire à les exclure du monde du travail. » Donc, aux yeux de la Cour constitutionnelle allemande, l'interdiction faite aux enseignantes musulmanes de porter le voile n'est pas seulement inadéquate, elle est néfaste. On vient au troisième temps de ma valse, le temps du contrôle de la nécessité, donc la recherche de la voie la moins dommageable. Alors, afin de déterminer si l'interdiction est nécessaire à la préservation de la neutralité, il faut
identifier ce que requiert cette neutralité dans le chef des enseignants. Alors, deux conceptions de la neutralité doivent être distinguées, inclusive et exclusive. Je ne vous fais pas l'injure de développer. Le Conseil d'État de Belgique a, lui, considéré qu'en tout cas en communauté française, on avait opté pour la neutralité exclusive, tandis que l'Allemagne, la Cour constitutionnelle allemande, elle, a opté pour une conception inclusive de la neutralité. Mais ne faudrait-il pas que les systèmes juridiques qui optent pour la neutralité exclusive en démontrent la nécessité? Je veux dire par là qu'elles expliquent pourquoi la neutralité inclusive ne suffit pas. C'est l'invitation qui a été lancée par la section de législation du Conseil d'État de Belgique en 2010, lorsqu'il était confronté à une proposition qui visait à interdire le port de signes convictionnels par les enseignants. L'objectif qui fait le plus consensus pour justifier l'interdiction du port du voile à l'école est celui de protéger les droits des élèves, notamment en luttant contre le prosélytisme. Pareil objectif requiert-il une interdiction généralisée de porter des signes convictionnels? Ni le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, ni le Conseil d'État de Belgique, ni les cours constitutionnelles allemandes et suisses n'admettent que ce faisant, l'autorité emprunte la voie la moins dommageable. Ces instances prennent en considération les conséquences concrètes de la loi et la réalité du risque que les personnes sanctionnées font courir à l'ordre public ou aux droits d'autrui. J'avais promis à Frédéric Bouhon de le lancer en profondeur, voilà qui est fait. Le Comité des droits de l'homme a dénoncé la disproportion de la loi de 2004. Je cite, « La France a appliqué cette sanction préjudiciable à l'auteur, non parce que sa conduite personnelle crée un risque concret, mais simplement parce qu'il a été considéré comme appartenant à une large catégorie de personnes définies par leur conduite motivée par des raisons religieuses. » À cet égard, le comité estime qu'il n'a pas été démontré que le sacrifice des droits de ces personnes était nécessaire ou proportionné au but visé. Le tribunal fédéral suisse va un peu plus loin. Il n'apparaît ni souhaitable, je cite, ni nécessaire, tant sous l'angle de l'égalité des sexes que de l'intégration, de subordonner la scolarisation ultérieure de l'élève à la renonciation au port d'un signe religieux. Il importe davantage de donner accès à l'enseignement scolaire aussi à une élève pratiquante, afin que celle-ci bénéficie de l'égalité des chances et de l'intégration. Enfin, la Cour constitutionnelle allemande, après avoir estimé inconstitutionnelle une interdiction visant, je cite, « à prévenir un danger simplement abstrait pour la paix de l'école ou la neutralité étatique », énonce ainsi les conditions que doit remplir la réglementation pour être validée. Lorsque dans des écoles, je cite toujours, ou des circonscriptions scolaires déterminées, sur la base de situations conflictuelles substantielles, un nombre significatif de cas, le seuil est atteint d'une mise en danger concrète ou d'un trouble suffisant à la paix de l'école ou à la neutralité étatique, une obligation à valeur constitutionnelle peut exister d'empêcher l'expression religieuse par l'apparence extérieure, non seulement dans un cas isolé, mais par exemple pour des écoles ou des circonscriptions scolaires déterminées, de façon générale, mais pour un temps déterminé. Le Conseil d'État de Belgique, dans ses arrêts de 2014, a adopté exactement le même raisonnement. Quatrième et dernier temps, la balance des intérêts. Donc admettons que pour garantir le respect de principes tels que la laïcité, il soit nécessaire de prononcer une interdiction générale de signes convictionnels dans l'espace scolaire. Le jeu en vaut-il la chandelle au vu des missions de l'école? L'élève qui refuse d'ôter son voile sera exclu de l'établissement scolaire. La règle d'interdiction a également un effet en amont, celui de décourager les parents de confier leur enfant à l'école officielle. Alors, dans son arrêt qui validait la loi française de 2004, la Cour européenne ne se préoccupe nullement de ces conséquences. À ses yeux, je cite, « La sanction de l'exclusion définitive d'un établissement scolaire public n'apparaît pas disproportionnée. L'intéressé avait la possibilité de poursuivre sa scolarité dans un établissement d'enseignement à distance, dans un établissement privé ou dans sa famille. » Alors, c'est là que je viens avec la natation. Faut-il voir une évolution jurisprudentielle dans cet arrêt de 2017 où elle était confrontée à des parents qui, pour éviter que leur fille ne fréquente un cours de natation mixte dans une école suisse, proposaient qu'elle apprenne à nager dans des cours privés. Et la Cour a objecté cette fois que, je la cite toujours, « l'école occupe une place particulière dans le processus d'intégration sociale, place d'autant plus décisive s'agissant d'enfants d'origine étrangère. » Et elle conclut « L'intérêt des enfants à une scolarisation complète permettant une intégration sociale réussie selon les mœurs et coutumes locales prime sur le souhait des parents de voir leur fille exemptée du cours de natation mixte. » Donc la loi d'interdiction assortie de la sanction de l'exclusion scolaire ne pousse-t-elle pas en effet trop de parents à inscrire leurs filles dans des écoles privées
où elles ne pourront plus bénéficier d'une éducation aux droits de l'homme et où vivre ensemble, et où elles seront entravées dans leur intégration. C'est en tout cas l'analyse du tribunal fédéral suisse. Je conclus, j'espère dans les temps. Il me semble qu'un consensus peut se décider. Au vu des évolutions récentes de la Cour européenne des droits de l'homme, donc je rappelle, elle s'est montrée plus que réticente à l'égard des législations anti-burqa, et elle a réintégré le rôle de sociabilisation de l'école parmi ses critères d'appréciation. D'une part, conformément à la jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, de la Cour constitutionnelle allemande, du tribunal fédéral suisse et du Conseil d'État de Belgique d'autre part, un consensus serait l'adoption, si besoin en est, je rappelle la formulation de la Cour constitutionnelle allemande et même du Conseil d'État de Belgique, si besoin en est, d'une législation qui confirmerait la libre expression des élèves, notamment par le port de signes convictionnels, mais qui permettrait aux établissements scolaires d'interdire temporairement ces signes en cas de troubles avérés dans l'école considérée, qui menaceraient la liberté des élèves ou la neutralité de l'école. Les élèves seraient ainsi éduqués à jouir de leur liberté, sans toutefois en abuser, et découvriraient leur responsabilité dans le fonctionnement d'une société démocratique. L'éducation à la citoyenneté est en effet l'une des missions que la Convention ONU des droits de l'enfant assigne à l'enseignement. On en reviendrait ainsi à la conception classique des restrictions susceptibles d'être apportées aux libertés par des mesures de police administrative qui répugnent aux interdictions générales et permanentes. C'est bien, on en reviendrait comme ça donc à l'avis du Conseil d'État de France de 1989, selon lequel la liberté des élèves est première et qu'elle ne peut être entravée que si elle perturbe les activités d'enseignement ou trouble l'ordre dans l'établissement. C'est, encore une fois, ce qu'a fait le Conseil d'État de Belgique en 2014. Et dans cette hypothèse, pourraient n'être interdits que les signes à l'origine des troubles, ce qui dispenserait de cette hypocrisie consistant à rédiger des interdictions frappant tous les signes convictionnels, alors que seul l'islam est visé et que pratiquement seules les musulmanes sont frappées. Je vous remercie. Merci beaucoup Xavier d'avoir non seulement fait une analyse très détaillée, mais en plus d'avoir fait des propositions, et une proposition. Et ça fait penser à la dernière phrase des mémoires de Mandela, c'est qu'avec la liberté vient la responsabilité, et c'est en fait ce que tu suggères pour les élèves, c'est-à-dire les mettre devant leur responsabilité. Ça interroge aussi beaucoup, par-delà la laïcité, finalement on interroge aussi l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense que c'est ça qui est au centre. J'ai une remarque, ça doit être mon commentaire 24 quand j'ai relu ta copie, mais je la garde pour tout à l'heure. Mais on relit nos contributions régulièrement. Donc voilà, donc j'ai une petite remarque pour toi et une petite question. De toute façon, j'ai une question pour chaque intervenant.